Bonjour à tous et bienvenue à la causerie du jour. Un grand plaisir, comme chaque mardi, de vous retrouver de 13h à 14h. Pour ceux qui viennent nous rejoindre pour la première fois, que ce soit en présentiel ou en distanciel, je rappelle le concept des causeries saisies. C'est un cycle de conférences qui est organisé donc maintenant depuis 8 ans, entre fin octobre et fin avril. Tous les mardis, nous vous proposons des sujets, des thématiques diverses et variées, riches, qui abordent les méthodologies de l'ingénieur, l'entreprise du 21e siècle, la culture générale ou encore les sciences humaines. Voilà, à travers une heure de présentation, mais aussi d'échange. C'est ça qui est intéressant. On vous propose vraiment de pouvoir aborder des sujets que vous n'avez jamais entendus ou alors voilà, explorer des sujets intéressants et aller plus loin dans vos connaissances. Un moment de partage donc, de curiosité, d'apprentissage, ce qui va faire de vous voilà, des futurs professionnels encore plus riches de connaissances. Donc bonjour à tous ceux qui sont en présentiel, donc des apprenants de saisie Nanterre. Un petit peu, alors on a des ingénieurs statut étudiants, on a des masters spécialisés, sécurité et risques industriels, on a peut-être aussi des RH, ou alors encore des chargés d'affaires. Donc merci à vous tous d'être là, mais aussi merci à ceux qui nous suivent. Maintenant depuis 4 ans, le live fonctionne très très bien. Vous imaginez bien avec la pandémie, ça a été une solution également très plébiscitée. Donc on a notre campus d'Orléans qui nous suit chaque mardi, mais également l'ensemble des centres saisis en France, 25 centres je le rappelle, mais également vos tuteurs, des professionnels, vos réseaux personnels aussi, c'est possible. Donc n'hésitez pas à diffuser le lien live via les réseaux ou voilà, dans vos réseaux personnels. Il n'y a aucun souci. Je rappelle, le lien est gratuit, disponible, pas d'inscription. Vous cliquez dessus à 13h et vous suivez la causerie. Donc merci à tous. Je vais pouvoir présenter la causeuse du jour, Madame Ebani, qui vient pour la première fois dans ce cycle de conférences, qui a fait le plaisir donc d'aborder une thématique aujourd'hui d'actualité, d'innovation, et qui va pouvoir vous enrichir encore plus vos connaissances. Il y a vraiment, comme je le disais, un intérêt tout particulier d'aborder ces nouvelles connaissances, même si ça ne fait pas partie de vos cursus de formation. C'est vraiment tout l'intérêt des causeries saisies. Merci à Christine d'être là, on peut l'applaudir, et puis bonne causerie à tous. Alors bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être là, et bonjour à toutes les personnes qui sont à distance. Alors je vais me présenter en 2 petites minutes. Donc déjà je vais vous parler d'organisation bio-inspirée. Donc je me doute que le terme doit vous paraître un petit peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comment on peut mélanger le vivant et les organisations ? Ça va être un peu tout l'objet de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Et vous mettre une idée dans la tête que peut-être le vivant pourrait répondre à une partie des problèmes qu'on a aujourd'hui. Des problèmes de transition, des problèmes d'écologie, des problèmes de crise générale, Covid et autres. Donc avant de parler de ça, je vais parler de moi en 2 minutes, non pas pour vous donner mon CV, mais pour vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Alors moi j'ai un parcours dans le numérique, j'ai fait beaucoup de numérique dans des grosses structures, et dernièrement j'étais dans une ESN, donc une société de services. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous ont peut-être du âge, ou en tout cas vont être amenés à bosser là-dedans. Et je m'occupais de projets qui étaient des grosses transformations numériques, tout ce qui est cloud computing, toutes ces questions-là. Et en fait, moi, j'accompagnais le côté organisationnel. Comment on fait pour, quand on change radicalement de technologie, s'organiser, fonctionner différemment ? Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de façons de s'organiser, qu'il y avait vraiment besoin d'innovation sociale là-dessus, qu'on était un peu à l'ancienne dans pas mal de boîtes et qu'il y avait vraiment des sujets à faire. Et puis, il y a le Covid qui est passé par là. Chacun l'a vécu de façon un peu personnelle. Moi, ça a quand même été un peu un choc, parce que je me suis dit, mince, j'aide des entreprises, j'aide des projets qui, au fond, ne font pas toujours vraiment ce que je veux. Ça ne correspond pas forcément à ce que moi, personnellement, pas en tant que professionnel, mais en tant que personne, en fait, je souhaiterais avoir dans la vie. Et j'alimente des projets qui, des fois, polluent plus, qui, des fois, créent des problèmes sociaux. Et
petit à petit, je me suis dit, j'ai pas d'autre choix que de monter mon entreprise pour alimenter directement des projets de transition écologique et sociale. Donc, j'étais pas une entrepreneuse née au départ, hein, c'était pas mon objectif. J'ai plus créé mon entreprise pour me dire, mais comment je pourrais alimenter ça? Et donc, j'ai créé une boîte de conseil, on est 3. Donc, ça a démarré il y a 1 an sur les questions de résoudre, enfin, concrétiser, plus que résoudre, ça serait trop présomptueux, mais concrétiser des projets de transition écologique et sociale. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un projet de transition écologique et sociale, mais en gros, c'est des projets qui vont résoudre des problèmes de pollution, vont résoudre des problèmes sociaux et vont permettre d'avoir une économie qui est plus vertueuse, qui est plus équilibrée, on dit même régénératrice. Mais un truc dont je me suis rendu compte depuis 1 an maintenant, c'est en fait, c'est hyper difficile à concrétiser. En fait, c'est comme si on voulait, mais on n'y arrive pas. Et d'un point de vue, il suffit de regarder un petit peu autour de nous, c'est quand même pas si simple que ça à faire. Et bon, j'avais pas mal travaillé sur les organisations, et je me suis dit, mais enfin, comment c'est possible que, d'une part, alors, je vous ai mis ce petit slide, mais on sait exactement qu'il faut faire quelque chose. Donc là, j'ai mis, je ne sais pas si certains d'entre vous, c'était déjà dans les années 70, il y avait un couple qui s'appelait les Meadows, hein, leur nom est marqué là. C'est le rapport Meadows. Donc déjà, il disait, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre façon de faire du business. Il y a des limites à la croissance. Et depuis, voilà, on a empilé, donc la petite blague là, on a empilé un nombre de rapports qui est juste incroyable. Le dernier en date, c'était le rapport du GIEC. On en a plein. Et pourtant, on a des réponses. Il y a vraiment des gens qui ont bossé sur les réponses. J'en ai mis 2 un peu parmi tant d'autres, parce que sinon, il y avait 50 slides à mettre. Une Française, Isabelle Delannoy, elle a vraiment pensé une économie intégrée, régénératrice. Elle a vraiment des vraies solutions. Ça marche, ça a été prouvé à plein d'endroits. Lui, c'est un peu un espèce... Alors désolé, l'image est un peu pixelisée, mais lui, il est connu dans le monde entier. Il passe au Sénat américain, il passe partout. Il fait une formation avec Idriss Aberkan, pour ceux qui connaissent. Voilà. C'est un mec super connu, il a plein de solutions. Pareil, plein de retours d'expérience, ça a marché. Et pourtant, on en est toujours là. En fait, on fait toujours, OK. Alors, on fait des COP. Là, ce week-end, j'ai discuté avec quelqu'un qui a participé à la COP. Donc, les COP, vous le savez, c'est les grands raouts internationaux. Tout le monde y va en avion, évidemment. Et on discute, et en fait, on accouche de quasiment rien. Et là, d'ailleurs, donc là, la petite blague, voilà, on peut recycler les panneaux de l'année dernière, donc c'est un peu sympa, mais ça ne nous aide pas forcément. Alors, j'ai voulu... alors, je ne suis pas la seule, évidemment, à me poser cette question. Alors, il y a un Américain, c'est un prof au MIT, donc à Boston. Il a dit, en fait, on crée collectivement des résultats qu'on ne veut pas individuellement. Le point de départ, c'est de dire, aucun d'entre vous, on se lève le matin en se disant, tiens, comment je pourrais polluer un petit peu plus? Tiens, comment je pourrais créer un problème au cours de la journée dès que j'ai 5 minutes? Personne ne fait ça, en fait. Mais par contre, force est de reconnaître que collectivement, on a un souci. Et la question, c'est, en fait, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe qu'on n'arrive pas à comprendre? Alors, en général, en organisation, quand on n'arrive pas à comprendre quelque chose qu'on crée, on se dit qu'il y a ce qu'on appelle un angle mort. Il y a un truc qu'on ne voit pas, en fait. Il y a un truc qui fait que, voilà, on se donne des objectifs et je ne vois pas parce que j'y arrive pas. Alors, je me suis beaucoup posé cette question-là. Et bon, pas toute seule, mais on est plusieurs à se l'être posée. Et en fait, les informaticiens y ont répondu. Alors, j'ai fait de l'informatique, donc forcément, ça aide. Alors, je sais pas, il y a beaucoup d'informaticiens ici dans cette salle? Ouais, quand même. OK. Conway, ça vous parle? Non? Bon. Conway, en fait, c'est un informaticien des années 60. Alors, dans les DSI, aujourd'hui, dans les organisations, il est assez connu. Dans le sens, en fait, qu'est-ce qu'il a dit, ce monsieur des années 60? Donc, c'était quand même le début de l'informatique. Il a dit, un système, un logiciel, il ressemble à la structure qui l'a créée. Ça veut dire quoi? Si j'ai une organisation avec un chef unique centralisé, on va produire des solutions logicielles très monolithiques, très centralisées. Et bon, les informaticiens qui ont déjà eu à manager ce genre de truc, ils savent l'horreur que ça représente très vite, c'est que ça grossit, et ça devient de plus en plus immanageable. Et alors, Harvard et MIT, ouais, c'est ça, c'est ces 2 écoles-là, elles ont appelé ça l'effet miroir. Et qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent, en fait, une organisation, elle produit des solutions qui lui ressemblent. En fait, il y a vraiment un effet miroir. Donc, première idée que je veux mettre dans votre tête, c'est si on produit de la pollution, ça a un rapport peu ou prou avec la façon avec laquelle on s'organise.
Hop. Et là, en fait, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que mon modèle organisationnel, il va avoir plus d'impact que les produits, que quasiment les designers et les architectes eux-mêmes, ce qui laisse un peu songeur quand même. Donc, la structure d'un problème, en fait, elle est identique. Et aujourd'hui, dans la transition, dans tout ce que vous entendez, j'imagine, dans la presse, dans la gestion du Covid, dans tout, en fait, on ne se concentre jamais sur la question de l'organisation. On est toujours à se poser sur les résultats. Alors, et donc, c'est un peu un mythe de Sisyphe, là. Donc, Sisyphe, vous savez qui c'est un mythologie grecque. Il n'arrête pas de remonter en permanence une espèce de grosse boule, et boum, elle redescend, et paf, il repart. Et il y a vraiment ça. Et toujours le fameux Otto Scharmer, le nom ne s'invente pas, du MIT, il dit... Maintenant, en tant qu'entreprise, il va falloir commencer à organiser nos organisations. En fait, se poser la question de l'organisation précisément. Bon, j'abuse un peu des citations, mais enfin, c'est quand même intéressant celle-ci. C'est quand on aborde les problèmes de demain avec les organisations d'hier, en fait, on a les drames d'aujourd'hui. Et donc voilà. Donc ça, c'était cette première idée que je voulais poser. Et du coup, ça serait quoi le cahier des charges d'une organisation qui permettrait de gérer la transition, qui permettrait de répondre aux enjeux qu'on a aujourd'hui? En fait, si on est logique, et c'est ce qui est dit avant, en fait, elle doit ressembler au sujet qu'elle a à résoudre. C'est ça, ça doit ressembler à ça. Et c'est ceux des transitions écologiques et sociales. C'est des impératifs. En tout cas, de mon point de vue, c'est vraiment ça qu'elle a à gérer. Alors, ça voudrait dire quoi? Alors, les sujets, aujourd'hui, sont nombreux. Il y en a plein. Donc, ne cherchez pas à les lire, ça n'a pas forcément d'intérêt. C'est les objectifs de développement durable que l'ONU a proposés. L'ONU, ils ont dit, voilà, on doit rencontrer des sujets, on doit résoudre au moins 17 sujets, ce qui est un minimum. Ça va de choses sociales à des choses écologiques, vie terrestre, vie aquatique, voilà. Et tous ces sujets, alors, ce n'est pas 17 projets indépendants, en fait. Ils sont tous reliés. Tous reliés parce que si je crée des problèmes climatiques à un endroit, ça va faire des déplacements de population. S'il y a des déplacements de population, ça va générer des problèmes sociaux. Ça va peut-être générer des problèmes d'emploi. Ça va générer des problèmes de manque de consommation à un endroit. Et vous l'avez vu avec le Covid, en fait, il y en a un peu de partout. Un peu ce qui se passe à l'autre bout de la planète a un impact. Et puis quand il y a un problème de CO2, ça ne s'arrête pas à la frontière et ça ne dit pas, non, moi, ce n'est pas dans mon pays, donc moi, j'y vais pas. Non, au contraire, c'est tout interrelié. Et en fait, ça ressemble plutôt à ça. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est des modèles dits complexes. Et dans les modèles complexes, il y a de la rétroaction, c'est ce que j'ai dit, c'est... tu fais ça, donc ça génère ça, et il y a une réaction. Il y a de l'émergence, ça veut dire qu'il y a des nouveaux problèmes qui apparaissent, des choses qu'on ne connaissait pas, qui font que d'avoir mis en relation alors peut-être par exemple un virus, ou peut-être n'importe quoi d'autre, ou la déforestation, va faire que ça va générer des choses en chaîne qu'on ne contrôle pas. Et il y a de l'interdépendance. Il y a des choses extrêmement simples entre les terres agricoles et le nombre de personnes. On voit bien qu'il y a une interdépendance qui est claire, quoi. Et du coup, c'est là où je voulais vous emmener. Quand on a une complexité élevée, on a besoin d'une intelligence collective élevée. On ne peut pas, je ne sais pas, si vous deviez réparer une fusée, vous n'allez pas y aller, vous n'allez pas envoyer que des enfants de 5 ans pour y arriver. Ça va être impossible. Donc là, on a un gros enjeu d'arriver à s'upgrader nous-mêmes, pour paraphraser les informaticiens. On a une montée de niveau à faire pour être capable d'aborder ça. Alors du coup, je vais parler 2 secondes d'intelligence collective. Il y a un chercheur en France qui s'appelle Jean-François Noubel, il est connu un petit peu partout. C'est celui qui a introduit l'informatique, AOL en France, qui était l'Internet, les premiers Internets. Alors je pense que c'était avant votre naissance, mais c'était un des pionniers dans le domaine. Et lui, il est devenu un chercheur en intelligence collective. Et ce qu'il dit, c'est que l'intelligence collective, c'est la capacité d'un groupe de personnes à collaborer pour formuler son avenir dans un contexte complexe. Et y parvenir, arriver à ces résultats. Et en fait, nos organisations, elles ont aujourd'hui... Alors, quand je dis nos organisations, je parle des entreprises, je parle de l'État, je parle des institutions. Elles ont ce qu'on appelle un plafond de complexité. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas capables de passer à un certain autre niveau. Je ne dirais pas qu'elles sont bêtes, c'est pas ce que je dis, même si... on peut quand même se poser des fois la question, mais elles n'arrivent pas à résoudre en fait les problèmes qu'elles ont générés elles-mêmes. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai travaillé dans un grand groupe à un moment donné. Ne serait-ce que pour avoir son ordinateur portable quand on est recruté,
En fait, il fallait passer par une dizaine de services. Alors, il y avait la RH, après, il y avait la personne qui gérait les PC, après, il y avait les habilitations, après, il fallait le réseau, enfin, voilà, tout un tas de trucs. Et finalement, bon an, mal an, il fallait 1 mois pour avoir un PC. Donc, les gens des RH étaient obligés de s'y prendre 1 mois à l'avance, quand la personne allait arriver, pour espérer avoir le PC en temps et en heure. Et je suppose que vous vous êtes tous heurtés à des administrations où ça prend un temps fou pour arriver à avoir quelque chose. Et en fait, l'organisation, elle est prise dans sa propre complexité. Et c'est vrai, alors c'est vrai en interne, mais c'est vrai aussi en externe, parce que, comme je le disais tout à l'heure, je ne pense pas qu'il y ait une boîte qui se dit comment je vais polluer plus demain. Elle n'arrive juste pas à gérer, en fonction de toutes les contraintes qu'elle a, le sujet qu'elle a à résoudre. Alors, pourquoi ça ? Alors, j'ai quand même pas mal cherché, parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches là-dessus. Et avec mes collègues, on a essayé de comprendre un peu mieux. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, et alors je ne suis pas la seule à penser ça, mais on pense que les organisations, elles sont organisées comme des machines. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Dans les années 20, à peu près, quand il y a eu les premières grandes chaînes d'industrialisation, il y a eu ce qu'on a appelé le management scientifique. Alors Taylor, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, l'idée, c'était vraiment de dire « je pense tout comme une machine ». Donc, voilà. Donc une machine, on la fait fonctionner, on met des rouages, bon, c'est une machine assez basique là, mais on les fait fonctionner, et une fois, si jamais c'est cassé, on répare. Et d'ailleurs, on parle de process, on parle de ressources, même dans les RH, c'est ressources humaines, on parle de son N+1, N-1, comme si on était des choses, quoi, quelque part. On parle de rendement, parce qu'une machine, le but, c'est qu'elle fasse du rendement. On ne se pose pas la question de son évolution, de sa régénération, de ce qu'elle est, de sa personnalité. Ce n'est pas le sujet. Et en fait, on se rend compte que les organisations, elles sont toutes conçues, la plupart comme ça. Et d'ailleurs, j'espère que vous n'en vivrez pas, mais j'y crois pas trop. C'est la question des réorgs. À chaque fois, moi j'ai vécu, je sais pas, une vingtaine de réorganisations dans mon expérience professionnelle. Et à chaque fois, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que quelqu'un, un consultant à l'extérieur, va remettre des traits dans l'organisation et en disant ça va mieux fonctionner. Et qui fait ça ? C'est les architectes. Et c'est leur boulot, les architectes, de faire ça. Et c'est bien qu'ils fassent ça. Mais est-ce que pour le vivant, est-ce que pour les êtres humains, ça marche ? Pas complètement sûr. Voilà. Et ce que je pense aujourd'hui, c'est que cette approximation, elle commence à devenir un peu obsolète. Et voire même, elle est toxique, parce que je pense qu'il y a un lien direct entre cette façon de penser et les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Alors, ça serait quoi un cahier des charges d'une organisation qui n'aurait pas ces problèmes-là, qui serait d'un autre niveau, qui serait plus intelligente, en fait. Forcément, le premier critère, il est évident, c'est une intelligence collective élevée. Donc on va voir, je vais essayer d'effleurer ce que ça veut dire, mais une intelligence collective élevée, je pense qu'il y a plein de gens qui aiment le sport ici. Vous savez bien que dans une équipe de foot, c'est pas parce qu'il y a 11 super bons joueurs que ça va marcher. Il y a vraiment ce sujet de les faire marcher ensemble. Donc c'est l'intelligence collective élevée. La capacité d'adaptation, parce que les problèmes qu'on a et les problèmes qu'on va avoir, on n'en a pas la moindre idée. Aujourd'hui, le Covid, il n'y a personne qui l'avait prévu. Personne. Et pourtant, ça nous est bien tombé sur le coin de la tête. Et le sujet a été, est-ce qu'on est capable ou pas de s'adapter ? Et on a vu que ce n'était pas toujours top. L'évolution, parce qu'il va falloir faire des évolutions au fur et à mesure. Et ça, c'est un peu le lot, j'allais dire, de toutes les organisations et de toutes les sociétés. C'est comment j'évolue, comment j'arrête de faire certaines choses et j'en fais des nouvelles. Et puis le dernier point, qui est probablement le point le plus clé, c'est comment nos activités, enfin, elles arrivent à conscientiser qu'il faut prendre soin de l'écosystème, c'est-à-dire du vivant, de la planète sur laquelle on est et des humains qui la constituent aussi, et de ses limites. Il y a des limites à ce qu'on est capable de faire. C'est quoi une limite ? Aujourd'hui, par exemple, mon téléphone portable, il y a 70 matériaux dedans. On sait que pour certains, il n'en reste plus que 30 ans de numérique. Donc on a un problème d'extraction, donc c'est comment on fait avec ça. Et puis à l'inverse, vous connaissez, j'imagine, beaucoup plus le sujet sur le CO2, la planète, elle arrive à la limite de ce qu'elle est capable d'absorber. Enfin, on l'a déjà dépassé, même pour être précis. Alors ce que je vais vous demander là, je regarde l'heure pour pas être trop en retard, non ? Ça va ?
C'est bon? Oui, ça va. J'en profite juste si vous avez des questions. Donc, je le rappelle, vous levez la main dans la salle. Mais ceux qui nous regardent en live, vous n'hésitez pas à vous poser vos questions via l'adresse mail causerie au pluriel idfc@cesi.fr. Et Oui, je ferai le relais. Ouais, voilà. N'hésitez pas à m'interrompre si je vais trop vite ou si c'est pas clair. Alors, je vais vous demander de faire un petit pas de côté. Parce que là, je vous ai parlé de ces organisations, c'est là-dedans dans lequel on vit, un peu l'état d'esprit avec lequel on est, qui est celui un peu héritier de l'industrie, de la révolution industrielle en fait. Et attention, l'industrie c'est hyper important, on n'aurait pas tout ça s'il n'y en avait pas. Mais cet état d'esprit. Alors le pas de côté que je vais vous demander de faire, je l'ai un peu annoncé au début, il est un peu étonnant, je l'admets, mais c'est celui du vivant. Le vivant, en fait, c'est quoi? En fait, c'est parce qu'à force d'être dedans, on s'en rend même plus compte. Le vivant, c'est un processus d'évolution, d'adaptation, de crise depuis 3,8 milliards d'années environ. Et en fait, le vivant, il a connu je ne sais pas combien de crises, des évolutions dramatiques, drastiques. Et à chaque fois, on est là, donc il a su rebondir, il a su exister. On est toujours là à pouvoir en parler. Donc il y a peut-être quelque chose à aller chercher du côté du vivant, quelque chose à... peut-être des principes intéressants. Alors, je fais une petite aparté. En France, il y a vraiment un gros mouvement sur ce qu'on appelle le biomimétisme. Ça parle à quelqu'un, ça, le biomimétisme? Ouais, OK. Donc, une personne a levé la main, je ne sais pas, en distanciel. Donc, le biomimétisme, c'est quoi? C'est, en fait, je vais m'inspirer des processus de la nature. C'est-à-dire, je vais aller regarder comment la nature, elle fonctionne, et je vais essayer de recopier ce qu'elle fait. Je vais vous donner un exemple tout simple. Le TGV japonais, alors pour ceux qui sont allés au Japon, ils ont un TGV qui a un nez beaucoup plus allongé que le TGV français. Et en fait, c'était la problématique qu'avait le chef des travaux, c'était de se dire comment est-ce que je peux rentrer à 600 km/h dans des tunnels sans que ça explose tout. Et l'animal qui est capable de faire ça, alors il se trouvait qu'il était ornithologue amateur, l'animal qui est capable de faire ça, c'est le martin pêcheur. Il descend dans l'eau à toute berzingue, on va dire, et son bec n'éclate pas, et il arrive à pêcher les poissons. Donc on s'est inspiré de ça. Et vous avez tous, j'imagine, du scratch. Il y a plein de matériaux en fait, que vous portez sur vous, sont inspirés de la nature, ce qu'on appelle vraiment le biomimétisme. Et dans le biomimétisme, en fait, il y a 3 manières de faire du biomimétisme. La forme, je viens d'en parler. Les produits, par exemple, les toiles d'araignée ont inspiré énormément de choses. Donc, c'est les matériaux. Et maintenant, on commence à s'intéresser de plus en plus au système. En fait, comment les écosystèmes fonctionnent. Comment, dans une mare, dans une forêt et autres, comment tout ça, ça fonctionne. La question, du coup, qu'on a posée et qu'on commence à se poser, il commence à y avoir, je crois, une petite dizaine de boîtes en France qui se posent cette question-là, c'est est-ce que les principes du vivant, ils pourraient nous aider à redéfinir l'organisation de demain? Je crois qu'Héloïse a parlé de l'organisation du futur. C'est ça. Est-ce que ça pourrait nous aider à le faire? Est-ce qu'il y a des principes qui dessineraient des organisations plus intelligentes, plus conscientes, capables de résoudre, enfin, en tout cas, de répondre aux enjeux de transition et surtout capables de s'adapter aux perturbations? Parce que des perturbations, on va y en avoir. Et on en a déjà. Alors, ce que je propose de faire dans ce milieu de partie-là, c'est de vous parler de quelques principes du vivant et voir comment ça pourrait éventuellement ou pas faire quelque chose pour nos organisations. Alors, juste pour info, je ne suis pas écologue, donc bon, s'il y a des écologues dans la salle et que je fais une petite imprécision, désolée, j'ai travaillé avec des chercheurs en écologie, ça s'appelle le CREA Mont-Blanc, c'est des écologues qui travaillent dans ce qu'on appelle les écosystèmes d'altitude, et qui étudient l'impact du réchauffement climatique, parce qu'en altitude, c'est plus important. Ce qui se passe à 1000 mètres est plus aggravé, plus accéléré que ce qui se passe à 0, en fait. Alors voilà, je vais vous parler de quelques principes, et vous allez voir que c'est quand même super intéressant, super inspirant pour ceux qui réfléchissent aux organisations, mais aussi en tant qu'humain, parce que finalement, quand on va dans une organisation, vous n'êtes pas encore dans les entreprises, même si j'ai compris que beaucoup d'entre vous avaient fait soit des stages, soit en alternance, l'entreprise, on y passe quand même pas mal de temps, et c'est intéressant de se poser cette question-là sur qu'est-ce que je vais vivre finalement dans ces organisations. Alors le premier point, tous ces principes ne sont pas exhaustifs, j'en ai pris quelques-uns pour vous mettre un petit peu, aller à ceux que je juge les plus importants. Premier point, c'est la question de la diversité. Vous avez certainement, quand vous entendez le mot biodiversité, à chaque fois, on ne sait pas forcément ce que c'est, mais en fait la diversité dans la nature, c'est quelque chose qui est énormément encouragé, poussé,
Parce que ça permet quoi? Ça permet des catalogues de réponses en cas de problème. C'est-à-dire qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Il n'y a pas qu'une espèce qui est capable de faire quelque chose. Non, en fait, il y en a plusieurs. Et on va le faire et on va multiplier les espèces qui vont être capables de résoudre un problème. Par exemple, il y a dans la mer, à certains endroits, au niveau des coraux, il y a trop d'algues à certains endroits. En fait, il va y avoir plusieurs espèces qui vont être capables de faire le nettoyage de ces algues pour éviter l'engorgement. Et voilà, donc ça, c'est un exemple. Or, aujourd'hui, dans toutes les organisations que j'ai fréquentées, en tout cas, il y a cette notion il faut être homogène et conforme. Donc, il y a vraiment, on essaie, au contraire, de lisser les différences. On essaie de, au contraire, minimiser la diversité. D'ailleurs, on fait des choses très standards et on essaye de faire rentrer, finalement, des processus qui sont complexes, humains, dans des standards. Donc là, il y a un premier truc qui convient pas. Alors la question des marginaux, alors c'est assez bizarre de dire ça pour la nature, mais en fait il y a ce qu'on appelle des marginaux dans la nature. En fait c'est des individus dans une espèce qui vont faire un truc un peu bizarre par rapport aux autres. Je vais donner un exemple, par exemple des mésanges. Il y a des mésanges, elles vont aller manger, au lieu de manger à 800, 900 mètres d'altitude par exemple, elles vont aller à une autre altitude qui est complètement aberrante d'un point de vue par rapport à la population. Et pourtant, elles sont en train de prototyper une autre façon de faire, une nouvelle façon de faire, qui, lorsqu'il va y avoir une perturbation, par exemple le remontée des températures, elles auront déjà prototypé une nouvelle façon de se nourrir en altitude différente. Là, j'ai pris un exemple. Là, par exemple, cet arbre, il a 30 ans. On ne dirait pas, mais c'est un mélèze, il est tout petit. Et pourtant, ça fait 30 ans qu'il est là. Et avec le réchauffement climatique, là, la végétation, elle est en train de remonter. Il a prototypé, enfin en tout cas l'espèce pourra survivre. Alors c'est pas l'individu qui survit, c'est l'espèce, mais dans le vivant, voilà, sur les animaux, c'est ce qui est différent pour nous, évidemment. Mais il y a dans l'espèce la capacité à le faire. Et nous, c'est exactement par rapport ce qu'on appelait tout à l'heure la diversité. Nous, on a tendance à appliquer les mêmes critères d'évaluation à tous. Alors qu'est-ce que ça veut dire là-dedans ? Moi, j'ai énormément vu de gens qui avaient plein de créativité, plein de projets, plein d'idées, passer dans des comités de pilotage et se faire littéralement dézinguer, parce qu'en fait, on leur applique les mêmes critères qu'un truc qui est super mature, un projet qui est super mature. Un projet, quand il démarre, il est maladroit, il est mal ficelé, il n'est pas rentable, mais il y a des graines et il faut aller les chercher. Et c'est de ça tout le sujet, d'arriver à repérer les marginaux, c'est-à-dire ceux qui ne pensent pas pareil, mais qui vont nous préparer le cycle d'après, en fait. Alors, peut-être j'étais un peu vite là. Les interactions, ça c'est un truc que j'aime beaucoup, parce que, en fait, dans le vivant, toutes les fonctions, elles naissent parce qu'il y a des interactions. C'est-à-dire, par exemple, donc, je vais donner des exemples concrets, on appelle ça des fonctions, et au cœur de ça, il y a énormément d'informations. Je vais donner un exemple concret. Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà entendu. Quand les girafes, elles mangent trop d'acacia, les acacias, ils se disent oh, elle commence à m'énerver celle-là. Et donc, ils se font passer une information à tous les acacias qui sont aux alentours, qui deviennent acides et on n'arrive plus à les manger. Donc, en fait, c'est leur façon de se protéger. Donc là, ils donnent vraiment l'information. Ils font vraiment circuler ça. Et puis, par contre, sur les interactions qui créent des fonctions, un truc tout bête, les abeilles. L'abeille, elle va aller chercher du pollen et en fait, elle va le ramener. Le but est de le ramener à la ruche, mais ce faisant, elle va polliniser tous les autres fleurs qui vont pouvoir se développer et donc nourrir des animaux. Et nous nourrir, nous, d'ailleurs, accessoirement. Or, aujourd'hui, une organisation, très souvent, vous allez voir sur les multinationales et plein d'organisations, ça ressemble à ça, une organisation. Donc, y a un PDG et il y a des grands chefs de départements, ce qu'on appelle une structure en silo. C'est une structure pyramidale. Et là, tout est fait pour limiter, en fait, au contraire, les interactions. Donc, du coup, et moi, ça m'est arrivé plein de fois de mener des projets transversaux, quand vous devez embarquer tous les gens qui sont là, je peux vous assurer que c'est super galère. C'est vraiment difficile. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'espace pour ça. Chacun est concentré, et c'est pas qu'ils font mal leur job, c'est chacun est concentré sur sa partie. Et c'est normal, c'est ce qu'on leur demande. Mais dès qu'on doit mener des projets un peu transversaux, un peu complexes, et aujourd'hui, en IT,
ce que je connais le mieux. Hein. En IT, la plupart des projets, ça embarque quasiment la moitié de l'entreprise. Comment on fait pour arriver à le faire, quoi. Donc là, il y a un deuxième sujet. Un autre qui est quelque chose que j'ai beaucoup vécu en organisation aussi, c'est la question de la redondance. Alors, il y a une espèce de truc qui est allergique à la redondance dans les organisations. Et c'est l'inverse, encore une fois, dans le vivant. Une fonction, elle est assurée par plusieurs espèces. Et c'est tout simple. Pourquoi ? Par exemple, le nettoyage des algues dont je parlais tout à l'heure, s'il est fait que par une espèce, si cette espèce, elle disparaît, elle a un problème, c'est terminé. L'écosystème, il est en vrac. Et la nature, elle a tendance à prévoir plusieurs espèces qui vont être capables de le faire. Donc, par exemple, les algues, elles sont aussi bien mangées par des oursins que des poissons dits brouteurs. Et en fait, si une des espèces a un problème, on a une chance de s'en sortir, en fait. Et là, la photo n'est pas terrible, je reconnais, mais ça ressemble bien à ce qu'on vit quand on est dans l'organisation. C'est-à-dire que vous avez des problèmes de cut, ce qu'on appelle on essaie d'enlever toutes les redondances, on essaie d'enlever tout ce qui est un peu gras, on essaie d'enlever tout ce qui est en plus. Et à la fin, une fois qu'on a enlevé tout le gras, dès qu'il y a le moindre souci, en fait, il n'y a plus personne. Ou la seule personne qui savait, elle est partie en vacances, ou elle est partie... Enfin, voilà. Et cette question de la redondance est absolument clé pour le monde qui est en train de se préparer. On a besoin d'être résilient. Un autre exemple, les médicaments pendant le Covid, ils étaient tous fabriqués en Chine. Les masques, pareil, on avait 0 redondance. Et on en était réduit à essayer de courir sur les tarmacs pour attraper les caisses, quoi. Ce que la France a dû faire. La coopération, je sais que c'est hyper facile de dire ça, mais ça reste quand même la base dans le vivant. La coopération, alors Lynn Margulis, c'est une des grandes biologistes mondiales, même si elle n'a pas eu un prix Nobel, en tout cas multiprimée, et ce qu'elle a dit, c'est tout simple, elle a dit plein d'autres choses bien sûr, mais ce qu'elle dit, c'est que c'est la coopération qui a fait la vie, et absolument pas la compétition, même s'il y a la compétition. Mais le socle de base est la coopération. Et ça, on le sait, dans les organisations, il y a plutôt tendance à faire un peu une espèce de course à l'échalote pour faire monter les gens de niveau. Et c'est un peu incompatible avec une intelligence collective élevée, parce que finalement, une intelligence collective élevée, c'est des liens de qualité. Et donc là, il y a vraiment un sujet là-dessus. Et puis peut-être un petit dernier, je crois, pour la route, il me semble que c'est le dernier, je ne suis plus sûre, mais c'est l'adaptation. L'adaptation, en fait, c'est la condition du vivant. En fait, c'est vraiment la base dans le vivant. Il n'y a jamais d'équilibre. On est toujours en train de s'adapter et de s'adapter aux perturbations. Or, aujourd'hui, dans nos organisations, la plupart du temps, on ne sait pas le faire sans passer par un comité, sans passer par un programme de réorg. Et là, on a vraiment un vrai sujet. Et là, c'est vraiment... en tout cas, moi, je l'ai vécu plein de fois. On sait ce qu'il faut faire, les équipes savent ce qu'il faut faire, mais en fait, c'est extrêmement difficile parce qu'on n'a pas la main pour le faire. Ah non, le petit dernier pour la route, c'est celui-ci. C'est dans le vivant. Alors ça, c'est une mésange bleue. Et vous imaginez, elle vole, et vous imaginez bien que si elle mange trop, elle va se casser la figure. Et en fait, dans le vivant, on optimise ce qu'on prend. On ne prélève pas plus que ce qu'on doit prendre. Un lion, il ne fait pas des réserves de gazelle, quoi, en fait. Il mange, et puis une fois qu'il a mangé, d'ailleurs, la gazelle peut même dormir à côté. Elle sait qu'il n'a pas faim et qu'elle ne prend pas de risque. Et nous, en fait, on est vraiment à l'inverse. Ça, c'est une courbe. J'étais sur Google, j'ai été prendre cette courbe. Elle est d'une banalité affligeante. On est toujours à vouloir maximiser. Dans toutes les organisations que j'ai fréquentées, c'était toujours 10% de plus que l'année dernière. Et il n'y a pas de rationnel, en fait, à ça. C'est la croissance infinie. Et j'ai entendu qu'il y avait des chargés d'affaires. Il y a beaucoup cette notion de, en fait, plus, c'est mieux. Et on ne se pose pas la question de nouveaux modèles d'affaires. Alors, on se la pose quand même un peu, je vais le dire après, qui serait différent que de toujours faire plus, de toujours augmenter les chiffres. Sachant que, on l'a vu tout à l'heure, il y a des limites. Il y a des limites et, en fait, ça ne rentre pas. Et si tout le monde le fait, il y a un truc qui ne colle pas, quoi, en fait. Il y a quelque chose qui ne peut pas rentrer mondialement. Alors, je regarde l'heure. Est-ce qu'on est bon ? Ouais, je suis dans les temps. En fait, la question que j'ai posée, c'est est-ce qu'il serait possible d'hybrider ces principes pour nos organisations? Est-ce qu'on pourrait le faire? Est-ce que ça a du sens ou est-ce que c'est complètement barré et que finalement l'organisation, elle est obligée de fonctionner comme ça, et puis le vivant, il fait sa route à côté, mais ça n'a pas de rapport. Et vraiment, je me la suis posée, j'ai vraiment essayé de regarder, j'ai un peu fait le tour de tout ce qui se faisait un peu partout dans le monde.
Oups. Et en fait, il y a déjà des entreprises qui le font. Alors, je connais aucune entreprise qui le fait sur l'intégralité, mais il y a déjà énormément de retours. Alors après, ça sera à vous de voir si ce genre d'entreprise vous intéresse plus que d'autres, hein. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà mis en place des nouveaux modèles d'affaires, des nouvelles façons de se coordonner, des nouvelles façons de travailler ensemble. Et elles fonctionnent vraiment différemment. Certaines ont vraiment des super résultats. Donc là, je n'aurai pas le temps de les citer toutes, mais c'est intéressant de voir que ce chemin, en fait, il est déjà en place. Et ce n'est pas forcément le plus important, ce n'est pas le plus émergent, mais il y a déjà des entreprises qui le font. Et peut-être avant de... Il ne me reste plus beaucoup de slides, hein, c'est de dire que c'est un changement qui est hyper profond. En tout cas, moi, dans les entreprises que j'ai accompagnées, j'ai vu qu'il y avait vraiment quelque chose que ça venait remuer vraiment en profondeur. C'est un changement qui est vraiment systémique. Alors, il est systémique, mais il est un peu piégeux. Il y a quand même de la difficulté. C'est qu'à la fois, il y a des choses qui sont très visibles, hein, comme l'iceberg, et puis il y a des choses qui sont vraiment invisibles, qui sont vraiment ce qu'on appelle de l'intangible. Donc, le tangible, on le connaît, hein, c'est quoi les produits, quels sont les produits qu'une entreprise elle fabrique, c'est quoi les comportements qu'on pousse. Est-ce qu'on pousse certains comportements compétitifs? Qu'est-ce qu'on récompense, en fait? Donc, je ne sais pas, par exemple, là, les RH qui sont dans la salle, sur la question de est-ce que j'ai des bonus collectifs ou des bonus individuels? Dès que j'ai un bonus individuel, forcément, je n'encourage pas la coopération. Moi, j'ai connu une boîte où on avait des bonus collectifs, donc on était incités à s'aider les uns les autres, et non pas à être en individuation pure, quoi, en individualité pure. Les schémas d'organisation, les nouveaux KPI. La semaine dernière, j'ai fait une conférence avec une personne des laboratoires Fabre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le laboratoire Fabre. Ils font la Chlorane, Aven, enfin toutes ces marques-là. Et en fait, c'est une entreprise qui est possédée par une fondation. C'est une des rares en France. Et ils ont ce qu'on appelle un Green Impact Index. En fait, tous leurs produits, ils ne les sortent que lorsqu'il a une certaine note d'impact écologique et d'impact social. Donc là, il y a déjà des choses extrêmement concrètes qu'on peut aller chercher et qui existent et qui seront peut-être les boîtes dans lesquelles vous allez travailler demain. Mais il y a aussi de l'intangible. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à travailler. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais il y a un vrai boulot à faire là-dessus, qui est apprendre le vivant. En France, on est en Europe un des pays qui a le moins de notions du vivant de tous nos voisins européens. Alors, j'imagine, comme moi, vous avez fait des cours de... Comment ça s'appelait? Sciences naturelles. Vous, ça devait s'appeler SVT, je suppose. Mais on n'a jamais fait le lien avec le reste. On n'a pas fait le lien avec les maths, on n'a pas fait le lien avec le français, encore moins, ni avec l'histoire géo. Enfin, ça reste toujours très... Et donc, on a une culture naturaliste qui est très faible, et finalement, une sensibilité au vivant qui est faible. Or, c'est bien ce que l'on est, un vivant parmi le vivant. La qualité des liens personnels. Alors là, je ne sais pas si dans vos formations, vous avez la question de ce qu'on appelle des soft skills, la gestion des émotions, la gestion de comment on interagit entre nous d'un point de vue subtil, pas d'un point de vue intellectuel, hein, d'un point de vue sur l'émotion, sur la sensation, sur comment on fait équipe, mais aussi le rapport au pouvoir. Est-ce qu'on obéit? Le rapport à la créativité. Est-ce que je m'autorise à faire des choses nouvelles, à sortir, en faire des sorties de route un petit peu, à oser des idées un petit peu différentes? Et puis la question de l'inclusion aussi. C'est-à-dire, est-ce que je cherche des gens qui sont tous comme moi et qui me ressemblent, ou au contraire, est-ce que je vais aller chercher d'autres qui sont différents et qui vont me remettre en question? Alors, et c'est mon dernier message, ou presque. En fait, alors là, alors je ne vais pas prononcer son nom parce qu'à chaque fois, je l'écorche, mais c'est une politologue d'Harvard. Elle a étudié 200 crises, 200 révolutions, 200 changements. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que pour arriver à faire une transformation importante, il suffit qu'il y ait uniquement 3,5% des gens qui le fassent. C'est à la fois beaucoup et rien. Parce que 3,5, alors c'est vrai pour une entreprise, c'est vrai, alors peut-être pas une entreprise de 5, hein, mais c'est vrai pour une ville, c'est vrai pour un pays. Et donc, avec sa comparse, elles ont analysé toutes ces crises. Et en fait, il suffit que ces 3,5% soient organisés, qu'il y ait quelque chose de structuré. Et en fait, on arrive à transformer la culture de l'entreprise ou du lieu dans lequel on est. Et d'ailleurs, il y a des projets en cours un peu partout dans le monde qui essaient de reproduire ce qu'elle fait en calculant. Par exemple, je sais qu'il y a Ibiza, ils sont 150 000. Il y a 7-8 000 personnes qui régulièrement se réunissent pour arriver à faire des transformations.
Et ça, c'est mon dernier message, mais c'est pour vous en tant qu'étudiant. Ce que je vous suggère, c'est ma proposition, hein, c'est de vraiment être attentif quand vous allez choisir votre première boîte, et les suivantes aussi, hein, attentif à ce qui ne se dit pas. Il y a le secteur, bien sûr, le job, le salaire, bien sûr que c'est important. Vous avez envie d'être dans l'endroit où vous avez fait des études. Mais soyez super attentifs à tout ce qui ne se dit pas, à ce qu'on appelle les architectures invisibles, parce qu'en fait, votre job, vous allez y passer beaucoup de temps. Et in fine, ce qui fait qu'on a passé une super journée ou une journée pourrie, ça a beaucoup à voir avec ce qu'on a vécu dans la journée et beaucoup à tout ce qui est un peu énergétique, un peu subtil. Hein. Et puis mon dernier message pour vous, hein, c'est de dire que, en fait, on peut, et on l'a vu juste avant, vous pouvez vraiment agir, vous pouvez vraiment faire des choses. C'est à vous de le décider, en fait. Soit vous décidez de reproduire le même modèle sans s'interroger, ou au contraire de faire ce petit shift et de se dire, tiens, comment moi je pourrais contribuer à autre chose qui a un lien direct avec tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui et dans les grandes transitions qu'on est en train de vivre. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, pas du tout. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, merci à Christine pour sa présentation. On va pouvoir passer donc aux échanges. N'hésitez pas à poser des questions. Est-ce qu'on peut commencer par une question dans la salle, peut-être ? Oui, je vous apporte le micro. Bonjour madame. Bonjour. J'ai parfaitement suivi ce que vous avez dit, mais la question que je me pose, c'est que si j'arrive au sein d'une entreprise et que je veux par exemple mettre ces actions en marche, comment vais-je procéder? Parce que si nous arrivons dans une entreprise, nous sommes tous des jeunes, et quand nous arrivons dans une entreprise, le premier problème qu'on fait face, c'est que nous arrivons avec des gens qui ont déjà de l'expérience. Et là, maintenant, nous sommes jeunes, et quand vous allez vouloir parler, par exemple, ils vont vous dire, genre, et toi, le petit, quand j'ai commencé à bosser, tu n'étais pas encore né. Donc, il faudrait que vous essayiez d'amener les gens à comprendre ce que vous faites. Et maintenant, ma question est de savoir comment faire pour pouvoir les amener. Merci. Oui. Ok, ouais. Le sujet que vous posez, c'est un sujet clé. Hein, c'est comment on transforme, en fait. Alors, je n'ai pas de recette miracle, mais je peux vous partager mon expérience. Je me suis rendu compte que dans toutes les organisations où je suis intervenue, en tout cas pendant que je faisais les 7-8 ans de conseil que j'ai fait, il y a toujours un cercle qui est en train de faire des choses. Et il y a toujours des acteurs, ce qu'on appelle les acteurs de la transformation, des gens qui essaient de faire bouger parce qu'ils ne sont pas contents, parce que ça ne se passe pas bien. Et en fait, mon conseil, c'est d'essayer de rejoindre ces gens-là, parce qu'ils ont déjà des réseaux, ils connaissent l'entreprise, et des fois, il y a même un programme de transfo, même si je suis un peu mesurée sur les résultats des programmes de transfo. Mais il y a toujours ces réseaux-là, et essayez d'aller rejoindre. Et effectivement, les premiers mois, c'est toujours un peu compliqué, mais en fait, petit à petit, on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle les acteurs du changement, la personne qui fait toujours bouger les choses. Souvent, de plus en plus, je vois les RH être acteurs de ça, c'est-à-dire les RH sont un petit peu entre les gens qui font de la technique, les financiers, et eux se retrouvent ces personnes se retrouvent à gérer l'humain, et souvent, j'ai vu que c'est là où il y avait une impulsion. Donc, en gros, en résumé, trouvez vos alliés. Il faut les chercher parce que c'est sûr qu'il y en a. Je connais aucune organisation dans laquelle tout le monde, personne ne dit rien. Ça n'existe pas, et encore moins en France. Hein. Donc c'est sûr qu'il y a des alliés. Et après, la deuxième partie peut-être de conseils que je pourrais donner, c'est qu'il faut toujours prototyper, expérimenter des petites choses. On ne passe pas tout de suite au bonus collectif, par exemple. Hein. C'est vraiment essayer d'expérimenter des petites choses, un produit qui serait un peu plus vert, des petits prototypes. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais. On a une question via le live. Donc, Johan qui vous remercie pour ce sujet très intéressant. Et il dit, donc, je comprends votre discours et les directions possibles. Et en même temps, je me dis que la nature humaine s'est souvent organisée de façon pyramidale dans plusieurs cultures différentes. Même si l'être humain fait partie du vivant, peut-il vraiment s'organiser différemment? Ou peut-être que l'humanité a atteint une certaine maturité qui pourrait le faire basculer dans ces directions. Voilà. Waouh. Bon, merci Johan, super question aussi. En fait, l'humanité n'a pas toujours été organisée en pyramidale. Il y a eu ce qu'on a appelé l'intelligence collective originelle, c'était les petites tribus, même s'il y avait des rôles du chaman ou mais c'était pas du tout pyramidal. Et ça marchait parce qu'on était un nombre pas trop élevé.
Et la pyramide, elle est née parce qu'on commençait à être trop nombreux et qu'on avait besoin de se structurer. C'est né en même temps que l'écriture, l'agriculture. Et aujourd'hui, on voit émerger ce qu'on appelle une intelligence collective holomidale. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai appelé ma boîte Holomea. Holomea, ça vient de holos, le tout, et moi dans le tout. Et holomidal, en fait, c'est ces intelligences collectives qui arrivent à avoir un but collectif élevé, mais qui sont capables de distribuer le pouvoir. Donc distribuer le pouvoir, ça veut dire qu'on fonctionne plus par du leadership, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui a évidemment 20 ans d'expérience dans un domaine aura probablement plus de chances de savoir des choses que quelqu'un qui démarre, mais quelqu'un de très jeune peut très vite le rattraper. Je l'ai vu dans plein de cas. Et en fait, aujourd'hui, on commence à avoir des entreprises qui s'organisent différemment, dans lesquelles il y a, pour certains cas, pas de manager. Je ne dis pas que être plat, c'est une bonne idée, mais et là, je peux citer énormément de boîtes qui s'appellent Morningstar, Gore-Tex, Burstorg, il y en a plein. Et pour le dernier point, pour compléter, oui, la nature humaine, je pense, moi, que la nature humaine, en tout cas le niveau de conscience de l'être humain, correspond à un certain niveau de management, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est en train de changer. Donc, il va bien falloir changer le type de management qu'on fait. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour cette intervention. La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que ces principes du vivant, vous les avez déclinés en outils pour rendre les choses opérationnelles au sein des organisations? Alors oui, une partie, pas tous, mais oui, une partie... par exemple, sur la coopération, je l'ai cité rapidement, c'est ce qui est le bonus collectif. La question des interactions, c'est comment je fais pour créer des communautés d'apprentissage à l'intérieur des organisations et multiplier ça. La façon de pouvoir interpeller les différents niveaux, parce que l'organisation, on ne l'attaque pas de front. Et comment on fait pour que des big boss et des gens dans des équipes puissent plus interagir et qu'il y ait une forme d'horizontalité, au moins le temps d'un rendez-vous, le temps d'échange pour être capable de faire circuler l'information. Donc on n'a pas tout, mais pour être très honnête, un des endroits où on bute le plus, parce que c'est plus compliqué, c'est le dernier en fait. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'organisations, elles sont cotées en bourse. Et comment on fait si on n'a pas cette maximisation? Donc, mon expérience me montre que c'est plus des boîtes familiales ou non cotées qui arrivent à faire cette dernière partie, à imaginer des modèles d'affaires qui ne sont pas basés sur le volume, en fait, et qui vont récompenser le fait de ne pas polluer ou le fait de régénérer. Et donc, ils n'ont pas forcément intérêt à augmenter beaucoup. Ça reste... voilà, c'est plus émergent, on va dire. Juste un petit complément sur... Donc, vous avez présenté les principes du vivant, principalement ceux liés à la résilience. Oui. Il y en a d'autres. Oui. Donc, je ne sais pas si vous avez travaillé sur les travaux de Janine Benyus, mais en gros, c'est ça, voilà. Est-ce que c'est juste un choix de présentation ou est-ce que vous les avez aussi déclinés parce que vous ne les présentez pas? Alors, c'était le temps imparti qui a fait que j'ai sélectionné ceux qui me paraissaient les plus pertinents et là où j'avais un peu de retour. Mais oui, il y en a plein que j'ai éliminés sans mauvais jeu, que je n'ai pas inclus dans la présentation parce qu'on en a pour un bon moment. Et tout à fait. Bon, Janine Benyus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celle qui a inventé le terme biomimétisme. Et d'ailleurs, pour les curieux, il y a un site qui s'appelle asknature.org où vous tapez le nom de votre problème et on vous dit quel est l'élément dans la nature qui l'a résolu. Donc, c'est assez rigolo d'aller voir ce site. On a encore une question par ici. Oui. Oui, madame. Oui. Ma question est la suivante. C'est celle de savoir si, par exemple, nous trouvons au sein d'une entreprise des gens avec qui on peut travailler en groupe, par exemple. Oui. Est-ce que cela ne va pas absorber, comment on dit, le travail personnel? Parce que si, dans votre discours, vous avez dit, il y a des gens qui travaillent, vous avez cité une personne qui travaille avec Idriss Aberkane. Oui. Je ne sais pas. Gunther Paoli, ouais. Oui, mais à ce que je sache d'Idriss Aberkane, il fait des livres plus sur le développement personnel. Oui. Et le développement personnel permet à une personne de se révéler, de savoir quelle est sa direction, si c'est bien ça, de savoir quelle est sa direction et de savoir son importance en réalité. Oui. Et moi, je trouve que si je travaille avec des gens en groupe, par exemple, et que tout au départ, je travaille avec des gens en groupe, en quelque sorte, ça va un peu absorber qui je suis en fait. Et en gros, peut-être je me dis que je ne saurais pas
quelle est ma place au sein de cette structure-là, en fait? Ouais, c'est un super point, c'est une super question. En fait, c'était pas trop le sujet de la présentation, mais c'est un très bon point. C'est comment on arrive à faire des équipes qui, à la fois, fonctionnent à un haut niveau et laissent la place aux individualités de se développer. Là, je peux que vous renvoyer. Alors, comment je peux pas répondre en 2 minutes, mais aujourd'hui, pour donner espoir entre guillemets, je vois de plus en plus d'équipes qui se posent cette question-là et de dirigeants qui se posent cette question-là. Et le parallèle que j'ai fait tout à l'heure, c'est dans le sport. Quand on écoute, par exemple, l'entraîneur de hand, Claude Onesta, qui a amené l'équipe plusieurs fois championne du monde, il a vraiment réfléchi à ça. C'est-à-dire comment je peux faire que... Et ça passe par reconnaître ses qualités, parce que c'est aussi reconnaître ses propres qualités, et que le collectif, avoir des mécanismes pour que le collectif dise, vous êtes bon là-dedans, là-dedans, là-dedans. Et il faut qu'il y ait quelque chose, des processus qui permettent de fluidifier ça, pour ne pas faire des guerres d'ego, pour ne pas faire des guerres de domination. Et là, il y a vraiment besoin d'un temps, en tout cas moi dans mon expérience, il faut à une équipe 6 mois, voire 1 an, pour être capable de fonctionner à ce niveau-là. Mais une fois que vous l'avez, l'équipe, elle est super forte. Je donne juste un chiffre. Google, il y a 5 ans, ils se sont posé la question de qu'est-ce qui fait qu'il y ait des équipes qui soient aussi fortes et d'autres moyennes. Ils ont fait 5 ans d'études. Ils ont cherché dans tous les sens. Le niveau d'études, la composition sociale, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Il n'y a rien qui marchait. Et en fait, ils se sont rendus compte que les meilleures équipes, c'était celles qui faisaient et la place aux gens et qui avaient les relations interpersonnelles les meilleures. Donc on peut se dire, 5 ans d'études pour savoir ça. Mais en fait, c'est aussi simple et aussi complexe que ça. C'est vraiment à l'interstice, c'est dans les liens que tout se joue dans les équipes. Et il y a aujourd'hui vraiment des mécanismes pour arriver à s'en rendre compte et accompagner les gens. Une autre question ? Non, écoutez, on va pouvoir peut-être conclure. Non ? Une dernière question dans la salle, peut-être ? En tout cas, merci beaucoup de votre écoute. Merci, on peut applaudir Madame Ebadi. Merci à vous donc, qui étaient présents et ceux qui nous regardaient évidemment via le live. Nous allons finir l'année 2021 par une dernière causerie la semaine prochaine. Nous allons accueillir Patrick Bannon qui vous parlera de mixité en entreprise. Je vous convie fortement à venir nous rejoindre en live ou pour les promotions qui seront en présentiel. Merci à tous, prenez soin de vous et de bonnes fêtes pour ceux qu'on ne rencontrerait pas forcément avant les périodes de fête. Merci, à la semaine prochaine et encore merci à Madame Ebadi. Merci, bon après-midi à tout le monde. Sa causerie et son intervention très riche. Merci. Sera disponible pour ceux qui sont intéressés sur demande à causerie au pluriel adfc@saisie.fr et n'hésitez pas à aller sur les replays, les causeries Saisie sur la chaîne YouTube Saisie où vous pourrez retrouver pas toutes les causeries mais certaines causeries et en particulier celle-ci vous pouvez la voir et revoir. Merci.